Tu perds ton boulot, tu perds ton chéri. C'est ça. Et je perds mon chez moi. Et tu perds ton chez toi. Exactement. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Après 30 ans où on parle de la trentaine sans filtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sarah, ancienne architecte et qui est aujourd'hui coach. Coucou Sarah, Bonjour comment Anna. vas-tu? Très bien, merci. Merci pour cette invitation. Merci d'être là. Du coup, on va parler un peu de ta vie. Je te laisse te présenter. Tu vas nous raconter ton histoire et surtout, comment ça s'est passé ce passage de justement architecte à coach? Et c'est tout un parcours. Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 44 ans. Aujourd'hui, j'exerce comme coach dans le domaine des neurosciences appliquées et de la sensorialité. Et j'accompagne en particulier des femmes, essentiellement des cadres, des dirigeantes, des indépendantes, des femmes qui sont en reconversion aussi, qui ont vécu le burn-out, qui ont peur de la rechute ou qui ont peur justement de tomber dans le burn-out. Et je les accompagne pour retrouver du sens, de la clarté, de l'énergie au quotidien, préserver leur santé physique et mentale et surtout construire une vie alignée avec leurs besoins et leurs valeurs. Ok, génial. Tu as parlé de sensorialité, c'est-à-dire? La sensorialité, c'est notre capacité à nous reconnecter à notre corps, à nos ressentis corporels, parce que notre corps, c'est l'intermédiaire entre notre environnement et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est important d'apprendre à capter et de comprendre les signaux qu'il nous envoie pour comprendre ce qui se joue en nous et du coup, ce qui va nous permettre de changer nos comportements. Génial. Je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est que avant de faire tout ça, tu étais architecte. C'était quoi cette vie d'architecte? Pourquoi tu es aujourd'hui coach justement et que tu as changé de métier? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dit comme ça, on a l'impression que le Raconte-nous switch tout. s'est fait comme ça du jour au lendemain. Ouais, c'est clair. Pas du tout, ça a été très long. Donc j'ai exercé le métier d'architecte, architecte d'intérieur pendant 15 ans, essentiellement en libéral à mon compte. Ok. Donc c'est un métier qui a été aussi passionnant que challengeant et je dois dire, bon rétrospectivement c'est plus facile, que c'est une phase de ma vie où en fait je corrélais beaucoup mon niveau de compétence et ma valeur en fonction de la difficulté et du niveau d'exigence des projets qu'on me confiait. Ok. Voilà. Donc ce qui te motivait généralement, c'était plus on te poussait. Plus c'était compliqué, plus les budgets étaient élevés, les projets compliqués, et plus j'avais envie d'y aller. Et plus ça me donnait l'impression en fait d'être capable, d'être importante, de bien faire mon boulot et donc d'être quelqu'un de bien, quoi. Ok. Et à quel moment tu te dis c'est plus fait pour moi et je me lance dans une autre vie? Alors le moment où je me suis dit que c'était pas fait pour moi est arrivé très tard. Il est arrivé en 2022. Par contre, il y a eu des phases comme ça successives de prise de conscience de choses qui n'allaient pas entre mon travail et moi et mes valeurs, mes besoins. Et le premier tournant, le premier virage, en fait, je l'ai entamé en 2011-2012. Ok. Et à l'époque, j'ai 29-30 ans. 29-30 ans. Donc du coup, ça fait une dizaine d'années que tu exerces le métier à peu près? Le métier de coach d'architecte. L'architecture, c'était le métier que j'ai exercé juste après mon diplôme, donc quand j'étais jeune, au sortir de l'école. Okay. Et je l'ai exercé jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, d'accord. Donc ça fait que très peu de temps que tu es coach. Ok, donc du coup, la plus grosse partie de ta vie, tu as été architecte. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé de quitter? En fait, en 2011, je prends une énorme claque. Donc c'est là que j'amorce un premier virage et non des moindres. À l'époque, j'ai évidemment pas conscience de tout ça. Ce qui se passe, c'est que donc j'ai intégré une agence qui me faisait rêver, parce qu'évidemment, elle avait des projets prestigieux et donc le simple fait d'avoir intégré cette agence, quelque part, ça flattait mon ego. Et ça me donnait l'impression d'être une architecte de valeur. Et donc, j'avais quand même mis entre parenthèses mon activité d'indépendante pour travailler là. C'est dire mon engagement. Et il se trouve que quelque temps après avoir intégré cette agence, on m'avait diagnostiqué un problème de santé qui, à l'époque, n'était pas urgent et que j'ai relégué au dernier rang de mes priorités, malgré les symptômes et les douleurs qui devenaient de plus en plus importants.
Et vraiment, c'était le cadet de mes soucis, quoi. Je m'en occupais pas. Ma priorité, c'était de gérer les urgences au quotidien, matin, soir, week-end, enfin, peu importe. Et donc, à un moment donné, je suis licenciée économique parce que l'agence a beau gérer de beaux projets, elle est mal gérée tout court. Ok. Voilà. Et il se trouve que c'est un enchaînement de circonstances. C'était un peu, je m'étais dit à l'époque, c'est un peu la loi de Murphy, quoi. Donc licenciement économique, je traverse aussi une rupture amoureuse. Alors j'avais beau être à l'initiative de cette rupture, c'était quand même pas un moment c'est souvent facile. le plus dur d'ailleurs même. Oui, en plus c'était une relation installée pendant 7 ans, donc c'était lourd de sens. Ok. Et cette rupture m'a amenée aussi à devoir repartir vivre chez mes parents, parce que j'ai laissé mon appartement à mon ex à l'époque. Donc ça aussi, c'est lourd de sens. Donc tu perds ton boulot, tu perds ton chéri. C'est ça, et je perds mon chez moi. Et tu perds ton chez toi. Exactement. Ok. Et ton corps commence à te parler parce qu'il te dit t'es malade. Exactement. Et en fait, c'est une fois livrée à moi-même finalement. J'ai rien à faire. Je suis triste. Voilà, clairement. Je suis plus chez moi, donc je perds mes repères. Et donc effectivement, là, les signaux de mon corps se font plus importants. Donc je vais de nouveau reconsulter mon médecin. Et là, il se trouve que le diagnostic de départ s'est aggravé. Et pour couronner le tout, on me découvre un deuxième problème. Wow. Et là, je passe les détails du contexte dans lequel le diagnostic m'a été annoncé et de tout le processus qui a suivi derrière, qui a été laborieux. Et à ce moment-là, j'ai encore quand même du mal à lâcher. Parce que entre-temps, je me remets à bosser. Je me remets à bosser à mon compte. Malgré le fait que tu sois... Oui, parce que j'ai perdu un boulot salarié, mais j'aime toujours ce que je fais. Et donc, je me dis, je continue à bosser puisque je sais pas ne rien faire. J'ai pas envie de rien faire. Wow. Et puis, ça m'occupe l'esprit, en fait. Donc voilà, donc je suis ballottée. C'est une sorte de fuite, au final. C'est-à-dire que tu fuis au final ce que ton corps est en train d'essayer de te dire. Oui, et puis le boulot, c'est ce qui me permet de retrouver un peu d'appréciation, de choses positives de moi. Oui. Mais quand même, il se passe quelque chose à ce moment-là parce que je me dis, waouh, t'arrives à une situation où en fait, t'as laissé tomber ce qu'il y a de plus précieux, tu t'es vraiment dénigré. T'as pas pris soin de toi, ta santé quand même, c'est pas rien pour un job en plus où je savais que j'étais pas rémunérée à hauteur de mon engagement, parce que même si je remettais toujours en question mon niveau de compétence, mes capacités, etc., je me rendais compte que par rapport à mon engagement, enfin là, il suffit de faire des maths, tu fais un calcul de rentabilité, tu y es pas du tout, quoi. Heure vs rémunération. Exactement. Et donc, si tu veux, là, je me dis, et combien même, en fait, j'aurais particulièrement bien gagné ma vie. Oui. En fait, est-ce que c'est le prix de ta santé ? Exactement. Ouais. Et vraiment, il y a ce truc qui me remue de l'intérieur, et puis il y a tout le processus, en fait, parce que, évidemment, je finis par être opérée, il y a un temps de convalescence. Je me rappelle très bien du médecin qui me dit, Sarah, il y a 1 semaine d'hospi et t'as 3 semaines, 1 mois de convalescence derrière. Je dis, vous savez, pas de souci. J'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est assez élevé, ça va le faire. Et tout le monde me disait non. Mm-hmm. Et je voulais pas y croire. J'en avais même parlé à mes clients qui me disaient... t'étais dans le déni total. Ah, mais total. Et mes clients me disaient, mais si, Sarah, pas de souci, voilà, on attend. Ouais. Donc, et en fait, c'est une fois confrontée à cette douleur-là que je me dis, waouh. Et là, je prends vraiment un sacré coup. Ok. Et là, on est à peu près à quel âge donc? J'ai 30 ans. T'as 30 ans? J'ai pile 30 ans. Ok. Voilà. Okay. Pour être plus précis, je me suis fait opérer quasiment 1 mois avant mes 30 ans. Wow. Donc, au moment de mes 30 ans, je suis en pleine crise. Et je glisse en dépression. Ok. Je suis l'ombre de moi-même, je perds énormément de poids. Je suis à 45 kilos à ce moment-là. Wow. Ok. Je pleure tout le temps. Fort heureusement, je suis entourée par ma famille et mes parents. Un grand merci. Encore aujourd'hui, ils sont très présents et vraiment, je ne sais pas comment j'aurais fait sans eux. Donc un entourage quand même bienveillant qui te porte. Ouais. Ne sous-estimez surtout pas l'importance d'un entourage bienveillant. Et tu sais, en faisant mes petites recherches, dans une présentation, tu as posé une question et je me suis dit, mais c'est la question qu'on se pose toutes. T'as mis que le déclic, ça a été la question que tu t'es posée, pourquoi on reste dans des situations douloureuses en évoquant des arguments légitimes
qui s'effondre souvent lorsqu'il est trop tard. Ouais. Mais en fait, c'est la question qu'on se pose. Eh ben, cette question-là, elle est venue très tard. Elle est venue à 40 ans. Waouh, ok. Elle est venue en aboutissement de tout ce processus que j'ai enclenché à la suite de ce qui m'est arrivé à 30 ans. Parce que, donc, à ce moment-là, donc, je suis mal. J'ai des parents qui sont dans le milieu médical. Et donc, vraiment, c'est tout un tas de circonstances qui font que je comprends d'autant moins comment j'ai pu en arriver là à ce moment-là, déjà à mes 30 ans. Donc, je cherche une solution à l'époque, donc en 2012, je cherche une solution pour vraiment améliorer ma qualité de vie, améliorer ma santé. Je veux plus tomber malade, je veux savoir comment faire pour que je sois dans un environnement qui soit plus vertueux, plus nourrissant, et que je subisse plus ça. Et donc, dans les premiers temps, j'éjecte pas l'architecture parce que ça reste quand même quelque chose qui me passionne et qui me challenge. Voilà, j'ai pas encore conscience en fait des enjeux qu'il y a derrière ça. Et par contre, je me dis qu'il y a une chose sur lesquelles je veux reprendre le contrôle. C'est contrôle. Voilà, c'est les règles qu'il y a, le cadre qu'il y a autour de moi et qui me permet de structurer une activité de manière à ce que ça me paraisse plus équilibré, plus juste. Donc, je me remets à mon compte. Dans un premier temps, je me lance avec une associée. Ça dure pas. Et puis, comme tu le sais, donc comme je te le disais, j'étais chez mes parents. Et donc, moi, mon envie, c'est de retrouver mon autonomie et mon indépendance vite. Et donc, je me dis, il va falloir que je repasse par la case salariée. Ouais. Et là, en fait, je procrastine énormément parce qu'il faut faire un book, il faut de nouveau se présenter. Je mets un temps fou à me confronter à ça parce que je suis tiraillée entre le jugement qu'on va avoir de moi parce que en fait je manque d'assurance, j'ai pas autant confiance en moi que je le pensais. Ouais, et d'ailleurs c'est une question parce que j'ai envie qu'on se stoppe à ce moment-là et qu'on se demande du coup, toi Sarah à cet âge-là, t'es dans la trentaine. La trentaine, on sait qu'on a beaucoup de pression sur l'accomplissement qu'on doit avoir dans la trentaine, comment c'est vécu et vu de beaucoup de personnes. Comme quoi, la trentaine, c'est un peu le moment de ta vie où tu fais plein de choses, tu gagnes très bien ta vie, etc. Toi, ta trentaine, tu la commences comme tu dis, en dépression. Le cycle normal. Et comme si, et tu recommences de zéro, en fait. Ouais, d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce moment-là, parce que je me rappelle très bien du moment où je vais voir mon père et je lui dis, écoute, il faut que je te parle de ma relation à l'époque. Et mon père me dit, ah, tu te maries? Et je lui dis, non, en fait. C'est le contraire. On a rompu. Et là, je me rappelle très bien, donc on est en train de déjeuner, il me dit, oh, tu sais, ma fille, à 30 ans, c'est aussi l'âge du bilan. Voilà, c'est le moment où, en fait, on cadre aussi ses choix, on revoit ses perspectives, ses priorités. Il me dit, en gros, ne désespère pas. Voilà, c'est une opportunité qui t'est offerte. Moi, je le saisis pas forcément à ce moment-là. Tu vois. Mais moi, je trouve que, sincèrement, c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, la trentaine, c'est vraiment le moment du bilan. Ouais. Parce que la vingtaine, comme j'ai déjà dit, c'est souvent le moment de naïveté où tu es un peu... tu fais des choix un peu pas forcément conscients, etc. Et puis tu suis un peu aussi les autres. Puis la trentaine, ça te rattrape. Où tu te dis, tu conscientises un peu plus. Ouais. Ok, donc du coup, on revient sur ta vie. Donc là, tu es à la trentaine, tu te relances dans le salariat. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est que, évidemment, j'ai pas conscience à ce moment-là de tout ce qui est en train de se jouer. Je me rends pas compte. Ce qui s'est passé, c'est que c'est déjà mon objectif de trouver des solutions pour me sentir mieux m'a fait glisser en fait dans un parcours de développement personnel. Ouais. Parce que du coup, j'ai cherché des solutions. Je me suis remise au sport, j'ai commencé à méditer, j'ai découvert la loi de l'attraction, j'ai découvert les soins énergétiques. Donc, je me suis par exemple formée au Reiki. Je me suis intéressée à la psychologie jungienne. Donc, j'ai travaillé sur les archétypes. Je me suis intéressée à l'hypnose, à la numérologie, l'astrologie. Enfin, j'ai cherché et j'ai exploré énormément de choses. Donc, j'ai aussi vu les dérives qu'il y avait dans
dans ces milieux-là. Ouais. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est mon côté cartésien. J'ai évolué dans une famille de scientifiques, hein, donc Oui. pour moi, ok pour l'exploration, mais je gardais quand même Oui, les pieds bien ancrés sur terre. Et donc, j'ai été aussi accompagnée en thérapie. Et évidemment, ça fait son chemin. Et donc, au moment où je réintègre le monde salarié, et effectivement, j'ai des opportunités de poste hyper intéressants, mais je suis de nouveau confrontée à des situations où ma rémunération n'est pas à la hauteur, mais j'accepte quand même parce que mon objectif principal, c'est de retrouver un appartement, retrouver mon autonomie et mon indépendance. D'accord. Et donc, je me dis, si c'est un cap à passer pour y arriver, tant pis, je serre les dents et j'y vais. Okay. Et donc, à chaque fois, j'ai un poste important. Donc, évidemment, ça me met un petit coup à l'ego. Voilà, je suis très contente. Et plus on file de responsabilités, plus voilà. Mais les contraintes et les contextes dans lesquels je m'en retrouve sont complètement lunaires. Et donc, je suis lunaire, c'est-à-dire des situations vraiment qui ne te conviennent pas. Projets qui sont hyper en retard, une manière de gérer l'agence et le personnel qui était en complet désaccord en fait avec mes valeurs, avec. D'accord. Donc tu te retrouves dans une situation où potentiellement tu es toujours pas aligné avec. Je suis clairement pas alignée. Okay. Voilà. Et en fait, mon objectif, c'est je veux reprendre un appartement, retrouver mon autonomie, mon indépendance. Voilà. Et est-ce que vraiment, tu l'as cet appart au bout d'un moment ? À ce moment-là, pas du tout. Donc je rame, clairement, c'est très difficile et en fait, j'en vois pas le bout parce que j'arrive pas à obtenir ce que tu veux. J'arrive pas à obtenir cette stabilité qui me permet de franchir le seuil d'après, le cap d'après, quoi. Donc c'est hyper frustrant. Je m'épuise et là, je me dis mais c'est pas possible en fait. Il y a un truc qui va pas. Je suis jamais rémunérée comme il faut. C'est de plus en plus compliqué et je ressors de là plus frustrée. Et en fait, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie d'être là. Donc en fait, comme j'ai pas envie d'être là, en fait, tout ce qui se présente me met dans cette réalité-là. Finalement, c'est un cercle vicieux. Et fort heureusement, dans l'évolution de mes prises de conscience, etc. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, un ami, qui m'a dit à ce moment-là, mais Sarah, pourquoi tu te limites à penser que pour avoir un appart, il faut absolument que tu sois salarié ? Moi, je lui dis, mais tu sais bien, on te demande des justificatifs, des trucs. Il me dit, ouais, d'accord. Mais moi, je suis sûre que tu peux avoir un appart, même si tu es à ton compte. Et à ce moment-là, comme je découvrais un peu tout ça, la loi d'attraction, l'énergie, machin, je me dis, tu sais quoi, je vais tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Et en fait, je me dis, ok, déjà, si vraiment c'est ok pour moi d'être à mon compte pour avoir mon appartement, je veux avoir un signe de l'univers qui fait que, voilà. Et donc, j'imagine déjà mon appartement, dans quel secteur, je sais qu'il faut qu'il soit près d'un espace vert, je veux une salle de bain avec une baignoire, je veux une cuisine avec plein de meubles équipés, parce que mon appart d'avant, c'était pas le cas, donc c'était galère. J'ai une voiture, donc je me dis, j'aimerais bien un parking, parce que j'ai pas envie de galérer pour me garer. Je veux une cave, parce que je sais que j'ai beaucoup de matériel, machin. Enfin bref, je me fais ma petite story, je visualise ça, je suis hyper contente. Voilà, et effectivement, il y a une opportunité qui se présente. Et donc, c'est l'occasion pour moi de me remettre à mon compte. Et en fait, les choses s'enchaînent. Et tu as eu cet appartement. Et j'ai eu cet appart. Avec ton espace vert. Avec tout comme il faut. Voilà, wow. Sans vis-à-vis, dans le coin que je voulais. Vraiment. Vous voyez, c'est encore là que je vis aujourd'hui. Et comment tu l'expliques ça ? Toi, qui maîtrise les neurosciences, qui maîtrise juste tout ce sujet-là sur la loi de l'attraction, comment tu expliques que le fait de penser à ces choses-là, ça donne du résultat par la suite ? Alors, je vais être très prudente et très mesurée sur ce que je vais dire, parce que moi, j'ai toujours eu à cœur d'allier neurosciences et spiritualité. Et quand tu t'intéresses à ces sujets-là, tu pourras noter que des personnalités comme Einstein ont justement souvent fait le parallèle entre les deux. Moi, c'est par mon expérience, c'est parce que j'ai exploré et que j'ai tenté des choses. Certaines personnes te diront aussi que les biais cognitifs vont participer aussi à te faire penser que quand il y a des événements qui se répètent, tu vas les associer et créer une espèce de logique qui fait que ta croyance va se confirmer. Ouais. Voilà, les synchronicités.
moi, je suis convaincue que, comme beaucoup de scientifiques le disent, et comme c'est prouvé aujourd'hui, on est constitué d'énergie. Et l'énergie, elle est chargée, positivement ou négativement. Et donc, si tu élèves ta vibration, donc en travaillant sur toi, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on ressent une émotion agréable, on va vibrer plus haut, on va avoir un niveau vibratoire, un niveau énergétique qui va être plus important que quand on a une émotion désagréable. Et donc, ces phénomènes-là vont faire que tu vas attirer à toi des choses qui sont à hauteur de la vibration que tu émets. Ok. Voilà. Donc, de manière très concrète, en gros, par exemple, dans ton exemple, c'est le fait que tu t'es mis dans un état émotionnel où, justement, c'était très positif d'imaginer cet appartement, de sentir déjà les émotions que tu aurais ressenties en ayant cet appartement-là, que potentiellement tu as pu justement l'avoir parce que tu as attiré en fait les choses. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait notre cerveau ne fait absolument pas la différence. Alors je vais faire attention aussi à ce que je dis. En fait, dans les mécanismes cérébraux qui sont en jeu, les aires cérébrales qui s'activent en fait quand on imagine quelque chose, quand on le rêve ou quand on le vit, sont les mêmes. Okay. Donc en fait, voilà. Donc quelque part, et c'est pour ça qu'on entend dire que le cerveau fait pas la différence entre ce que tu penses que tu rêves et ce que tu fais. Et c'est aussi pour ça que parfois tu sors de certains rêves où tu avais vraiment l'impression que c'était réel. Oui, alors ça c'est encore autre chose. Ok. Ça c'est encore autre chose, mais vraiment, ce qui se passe dans notre cerveau quand on imagine quelque chose et quand on fait comme si c'était vrai, c'est-à-dire qu'on s'imprègne de l'expérience avec des émotions et vraiment on s'implique dedans comme si on était vraiment en train de le vivre, comme si notre objectif était vraiment réalisé. Ça a comme intérêt, en fait, ce qu'on appelle d'activer la neuroplasticité cérébrale, c'est qu'il y a des nouvelles connexions qui vont se mettre en place. Et du coup, ces connexions, elles vont favoriser du coup des opportunités, elles vont participer de ton évolution énergétique, de ton élévation énergétique, et elles vont favoriser l'apparition d'opportunités, de rencontres qui vont te permettre, en passant à l'action évidemment, parce qu'il suffit pas de rêver, il faut aussi un plan d'action derrière, qui vont te permettre du coup petit à petit de concrétiser cet objectif. Ok, génial. Donc tu trouves cet appartement. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Donc je suis à mon compte, tout se passe bien, je retrouve mon autonomie, mon indépendance, j'incarne la working girl, donc tout va bien, je gère mes projets, en plus je suis contente, j'ai posé ce cadre, les clients viennent, le bouche à oreille fait son œuvre, donc voilà, tout va bien, y compris pendant la phase Covid, parce que moi j'ai la chance de pouvoir travailler à ce moment-là, donc j'ai pas de problème d'entrée d'argent. Par contre, à cette période-là, je suis dans une relation toxique et ça me pèse particulièrement. Et donc, évidemment, entre mes 30 ans et cette période-là, où j'ai 38 ans à l'époque, en 2020, j'ai jamais lâché mon parcours de développement personnel. J'ai toujours continué à être accompagnée en thérapie et puis à me former. Et en fait, je me rends bien compte que dans cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis confrontée à une version de moi-même que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à saisir comment j'ai pu accepter tout ce que j'ai accepté. C'est la question qu'on se pose justement. On se dit que tu as pratiquement 10 ans de développement personnel là, à ce moment-là. C'est ça. Ça, c'est déjà un autre cap. Ouais. Et donc, je repars encore une fois dans des thérapies, cette fois plus axées sur mes blessures émotionnelles, toute cette part inconsciente qui fait qu'il y a quelque chose qui se joue, qui me dépasse, parce que j'arrive pas à lâcher, en fait. La relation toxique. J'arrive pas à lâcher. Ok. Et même si tu mets de la conscience sur le fait qu'elle soit toxique. Oui, je vois bien que je suis pas épanouie, qu'il y a quelque chose qui va pas et que malgré ça, en fait, je peux pas m'empêcher d'y retourner, de m'accrocher, etc., d'y croire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Wow, okay. Et donc, cette partie-là de la thérapie, elle a été fondamentale. Je pense que par rapport à ce que j'avais conscientisé après le cap des 30 ans, c'est vraiment le moment où je me suis dit, waouh, en fait, ces masques qu'on porte, ils sont omniprésents, partout. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais eu une séance où je m'étais rendu compte que finalement, je me connaissais pas si bien que ça.
Parce qu'à force de porter des masques pour m'adapter aux autres, m'adapter à mon travail, aux exigences de mon travail, j'avais pas de temps de répit et j'avais pas de moment en fait où j'arrivais à être pleinement moi-même, où j'avais l'impression d'être simplement appréciée pour qui j'étais et pas pour ce que j'étais capable de faire ou ce qu'on attendait de moi, etc. Sans qu'il y ait d'enjeu en fait. Et tu te rends compte de ça comment, justement? Par la thérapie? Par la thérapie. Ok. Vraiment, là je parle pas du tout de coaching, là je parle vraiment de thérapie, d'aller faire un travail introspectif sur ma responsabilité dans ce que je vis. Parce que, en fait, il y a une chose qui est évidente et qui est simple, et il n'y a pas de discussion là-dessus. Quand il se passe quelque chose dans notre vie, quel que soit le sujet, en fait, tu n'as aucun moyen de changer les autres ou d'influencer le comportement des autres, en tout cas de les obliger à changer. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, le seul paramètre sur lequel tu puisses agir, c'est toi-même. Clairement. Après, il faut le vouloir. Une fois que tu le veux, tu dois pouvoir t'en donner les moyens. Et c'est vraiment des processus. Ok. Voilà. Et tu sais, il y a une notion qui revient souvent, c'est le fait d'être une femme forte. Est-ce que dans ces moments-là, là, quand tu enchaînes les difficultés de la vie, tu te dis, bon, c'est important pour moi d'être une femme forte? Ça ne m'a jamais lâché. Et c'est quelque chose que mon entourage m'a toujours répété. Ouais. T'es fort, tu vas t'en sortir, t'as toujours réussi, il n'y a pas de raison, je crois en toi, enfin voilà. Ok. La fameuse résilience. Sois résiliente. Ouais, alors on va reparler de cette définition de la résilience. Parce que, alors c'est vrai qu'en fait, peu importe à qui tu poseras la question, il y aura très certainement autant de définitions de la résilience que de personnes et de leur expérience. Mais si on se réfère à la définition, en tout cas au sens que lui donne Boris Cyrulnik, la résilience, c'est pas tenir bon, s'adapter en permanence à des contextes compliqués. C'est plutôt être en capacité, au travers d'expériences ou de circonstances qui sont désagréables, difficiles, pénibles, tout ce qu'on peut imaginer comme contexte compliqué, et de réussir à transcender ça de manière à prendre de la hauteur et d'envisager les choses sous un angle différent et de revoir son positionnement par rapport à tout ça. C'est-à-dire à réussir à aller voir ce que ces événements disent de nous et comment on peut en faire sortir le meilleur de nous-mêmes, malgré les épreuves. Ok, donc concrètement, aujourd'hui, la résilience, elle est présentée, moi, la définition, en tout cas, qu'on présente souvent, surtout aux femmes, c'est le fait de tout encaisser et de ne pas laisser tomber malgré le fait qu'on encaisse tout. Là, de ce que tu me dis, l'approche est différente et je trouve ça intéressant de le souligner, c'est que c'est pas forcément tout encaisser sans rien dire et se dire, bon, on est une femme forte. C'est plutôt se dire, ok, je vis des difficultés, quelle est ma part de responsabilité dans ces difficultés-là et surtout comment je m'en sers pour potentiellement apprendre sur moi et aussi faire d'autres choses dans ma vie, quoi. Tout à fait. La chose difficile dans ce qu'on vient de se dire, c'est le fait d'aller chercher sa co-responsabilité dans l'événement que l'on vit. Oui. Quand on parle de relations toxiques, quand on parle de santé, on a du mal à encaisser le fait de se dire qu'on a une co-responsabilité et qu'on a, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, participé à attirer ces événements à nous. Clairement. Donc, je l'entends, je le conçois, je le comprends. Il faut avoir déjà pas mal avancé pour envisager ça. Ce qui est important, en fait, c'est, à défaut de parler de responsabilité, c'est simplement de prendre ce temps et de se dire « Ok, je suis forte. Ok, je sais m'adapter. » Et on va pas le remettre en question parce que ça peut être une force, effectivement. Ça peut être effectivement un constat d'une réalité donnée. Mais à ce moment-là, c'est de se poser une question très simple. Est-ce que je suis heureuse ? Comment je me sens dans ma vie ? Qu'est-ce que ça me coûte ? À côté de quoi je passe en faisant ça ? Et si j'avais le choix ? Ou au contraire, si je continue comme ça, c'est quoi le risque ? Tu
Tu vois ? D'où la sensorialité, j'imagine. Exactement. C'est l'importance de revenir à soi, et de se reconnecter à travers ce qu'on ressent dans notre corps physique, se reconnecter à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense et faire le lien avec ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre vie. D'accord. Mais du coup, je suis une femme, je suis en mode survie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Alors, en fait, le mode survie, c'est surtout un mode automatique et c'est un mode de protection. Notre cerveau, c'est un organe qui analyse ce qui se passe dans notre environnement et qui va envoyer des informations donc à notre corps. Il va envoyer un signal à notre corps qui, en fonction de ces informations, va déterminer une réponse donnée. Okay. Donc, s'il perçoit un danger, je vais revenir un peu plus tard sur cette notion de danger, qu'est-ce qu'on appelle un danger par rapport à notre cerveau. Ouais. S'il perçoit un danger, alors à ce moment-là, on va avoir 3 réponses types. Soit on va fuir, soit on va lutter, soit on va se figer. Si je te donne un exemple concret parce qu'on arrive à imaginer assez facilement ce que c'est que fuir ou se battre, mais se figer, si je te donne un exemple qui va être très parlant, souvent les femmes ou les personnes victimes d'agressions sexuelles vont exprimer le fait qu'à ce moment-là, elles ont été complètement tétanisées, incapables de parler ou de bouger, et elles s'en veulent souvent à cause de ça. Sauf qu'en fait, c'est une réaction instinctive de survie. Il n'y a rien à faire, c'est pas quelque chose qu'elles ont décidé, c'est un mécanisme de protection. Exactement. C'est un mécanisme de protection qui a été mis en place par leur cerveau pour qu'elles restent en vie. D'accord. Et justement, quand on parle comme ça de danger, on a l'impression que ces réactions face au stress, parce que le stress est un signal, c'est pas une émotion, le stress. On a tendance à dire comment ça va, je suis un peu stressée. Le stress, c'est pas une émotion, c'est un état. Et c'est surtout un signal. Voilà. D'accord. Et donc, quand on perçoit un signal que notre cerveau associe à un danger, c'est pas forcément quelque chose qui va compromettre notre intégrité physique. Ce que notre cerveau va considérer comme un danger, c'est toutes les situations où en fait on va sentir de l'inconfort, toutes les situations qui vont générer des émotions désagréables, de la tristesse, de l'anxiété, de l'incertitude, ce genre de choses. Parce que pour le cerveau, l'inconnu, le changement, c'est synonyme d'insécurité. D'accord. Il ne sait pas ce qui va passer. Et en fait, notre cerveau, c'est un organe de calcul de probabilité. Voilà. À travers l'expérience que tu as, à travers les mémoires, à travers les croyances que tu as développées au fur et à mesure des années, lui, il va faire comme des statistiques et il va se dire, j'y vais pas. D'accord. Voilà. Donc, sortir de sa zone de confort, faire des choses qui sortent de notre quotidien, de notre ordinaire, tout ça, c'est inconfortable, c'est incertain. Je sais pas quel est l'enjeu qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça va générer comme situation. Donc, j'y vais pas, je bouge pas, je procrastine. Voilà. C'est pour ça que parfois, on va avoir plus tendance à rester dans des situations, même si c'est des situations qui nous font du mal et qu'on sait qu'elles sont médiocres. Exactement. Parce que justement notre cerveau nous protège de notre zone connue, même si elle fait mal, la zone connue, mais au lieu d'aller dans la zone de développement qui est inconnue et qui va peut-être nous apporter d'autres choses. T'as bouclé la boucle. Et c'est exactement, effectivement, la question à laquelle je me suis confrontée à 40 ans. Donc 10 ans après avoir entamé mon parcours de développement personnel. Alors, entre-temps, effectivement, il y a eu plein de prises de conscience, je suis montée en compétences, etc. Mais il n'empêche que, voilà, donc même si j'ai réussi entre-temps à me défaire de cette relation qui, a posteriori, a été plus que bénéfique, parce que vraiment, une fois que j'ai compris quels étaient les masques que je portais en société, enfin, même avec mes proches, j'ai été capable de me dire, en fait, j'en ai marre, je suis fatiguée. La première personne que je vais contenter maintenant, c'est moi. Et donc, en fait, j'en ai marre de tout ce bullshit. T'es arrivé au ras-le-bol. Ouais, puis j'en ai marre, en fait, de porter sur moi la casquette du sauveur, du bourreau, de la victime. Parce que dans mon travail, c'est ce qui s'était passé. Au moment où on a été déconfinés, je me suis retrouvée de nouveau à gérer tout un tas de paramètres, de situations
En fait, j'étais déjà pilote, j'étais à mon compte. A priori, rien n'aurait dû perturber les règles que je m'étais fixées. Eh ben si, quand même. Et donc, à ce moment-là, vraiment, je me dis, comment c'est possible? Vraiment, j'étais épuisée. Une charge mentale à faire exploser les compteurs. Ouais. Mon boulot ne me quittait pas. Et j'avais beau bien gagner ma vie, en fait, je n'étais jamais capable de débrancher. J'étais tout le temps sollicitée. Et puis, dès qu'il y avait un problème, je faisais MacGyver, je trouvais des solutions pour tout le monde. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un conflit de valeurs entre ce que je faisais et ce qui était vraiment important pour moi. Et je me suis dit, c'est insensé. Je brasse des sommes d'argent folles pour de l'esthétique. Alors, c'est pas pour juger les autres, c'est juste que pour moi, à partir de ce moment-là, ça faisait plus sens. J'aspirais à autre chose. Et je me rendais bien compte dans mon travail qu'il se passait quelque chose dans l'environnement des gens, parce qu'il y avait un avant-après, et j'observais des changements de comportement chez eux. Effectivement, au moment où je me dis stop, parce que je suis tout le temps en colère, je suis irascible, je suis insupportable avec mes proches. C'est vrai. D'une impatience terrible. Wow. Le moindre truc qu'on me demandait, j'explosais. Ouais. Mes parents me disaient, mais Sarah, je suis juste posé une question. Ouais, mais là. Vraiment. À l'époque, mes copains me disaient, la vraie méditerranéenne, quoi. J'ai un tempérament, voilà, on sent bien que je suis quelqu'un de dynamique, etc. Mais là, j'étais vraiment, j'étais un dragon, quoi. Vraiment, il y avait un truc en moi qui bouillonnait, j'explosais tout le temps. Et ça, tu l'associais pas forcément à un mal-être personnel. Tu l'associais quand même au mal-être personnel. Et c'est là, parce que à ce moment-là, en fait, je me dis, je fonce dans le mur. Là, clairement, ma santé mentale va en prendre un coup. Et puis, je sais, je l'ai déjà vécu à mes 30 ans, je ne veux plus que mon corps prenne. Et je le voyais, oui, tu avais déjà les signaux d'alerte de ta précédente situation. Voilà. Et mon corps parlait. On parlait justement de ces signaux. Clairement, je voyais bien que déjà, j'avais pris du poids. J'arrivais pas à perdre ce poids. J'avais beau faire du sport, ça marchait pas. Ouais. Mon alimentation, ça dépendait. Il y avait des moments où j'avais le temps, donc je prenais le temps de faire bien. Et puis, il y a des moments où, en fait, je bouffe ce qui me tombe sous la main. Clairement. Et puis, je mangeais mes émotions. Hein. Oui. Clairement. Ouais. Dès que ça allait pas, vive le chocolat. Hein. Je suis fan de chocolat, donc voilà. Et donc, tout était tout le temps dans l'excès. Et vraiment, quand je dis tout le temps, c'était mon quotidien. Tout était comme ça. Et j'en avais ras-le-bol. Et tout ce que je voulais, c'était que ça s'arrête. Donc, j'avais pas de plan B. Et en plein milieu de l'année, vers mai-juin, je dis à tout le monde, j'arrête. Je refuse tout nouveau projet. Et c'est tellement compliqué ce que j'ai à gérer qu'en fait, mon seul objectif, c'est d'arriver à la fin de l'année parce que je clôture, terminer l'architecture. Je ne veux plus en entendre parler. Ah ouais, d'accord. Donc là, tu es arrivé au moment vraiment de ras-le-bol, où tu te dis, c'est bon, j'ai atteint ma limite. Ouais, et là, je me dis, quand même, j'ai tellement investi en thérapie, j'ai tellement investi en formation, j'ai compris tellement de trucs. Je m'étais pourtant fixé un cadre, des limites. Je me suis dit, plus jamais. Putain. 10 ans plus tard, je me retrouve dans une galère. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait, encore une fois, que j'ai tenu et que j'ai encore résisté? Alors, je suis comme tout le monde, hein, j'avais des factures à payer, j'ai des obligations, machin. Demain, j'arrête de bosser, je suis à mon compte, l'argent, il va pas rentrer tout seul. Oui, clairement. Donc, voilà. Mais à ce moment-là, en fait, je suis tellement dans le mal que la seule solution pour moi, c'est que ça s'arrête. Je me dis, je verrai après ce que je vais faire pour m'en sortir. Tu es vraiment arrivé au point où tu sais que la seule solution là, c'est de te reposer en fait. Ah mais de toute façon, à un moment donné, je me suis dit, si je m'arrête pas, ton corps va faire qu'en sorte je vais lâcher. À un moment donné, je vais lâcher, je vais pas savoir quand, et en fait, je sais pas ce qui peut se passer à ce moment-là. Mais tu vois, à aucun moment j'associe tout ça au burn-out ou machin, tu vois. J'ai découvert après. T'es dans ton truc, tu le vis en fait. Oui, et puis en plus, à 30 ans, clairement, le burn-out, je savais même pas que ça existait. À un moment donné, quand j'ai vu un médecin, il m'a dit je peux te prescrire des antidépresseurs. Et là, c'était no way. J'ai hors de question de prendre des antidépresseurs. Ok. Vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, rétrospectivement, je me dis,
peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct de survie, parce que tu vois, moi, c'est par le corps, en fait, que je suis revenue à moi, par la course à pied notamment et le yoga. Beaucoup, qui m'ont permis de me remettre en action. Et puis il y a un truc aussi, c'est que quand je me suis mise à la course à pied, j'étais encore en convalescence et en fait je me suis fixé un challenge de faire le 10 km Nike à l'époque. Oui, et je dis ça à mes proches et tout le monde me dit mais t'es folle, attends, tu viens de te faire opérer, tu te rends pas compte, voilà. Et moi je me dis bon, laisse tomber. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait je me suis mise à courir parce qu'un soir j'étais vraiment au plus mal et j'avais des pensées terribles. Et il se passe un truc, en fait, ma nièce était chez nous et elle s'est réveillée en pleine nuit et en fait elle m'a comme fait sortir de ce tunnel obscur dans lequel j'étais en train de glisser à ce moment-là. Et je me dis, il faut que je sorte. Et donc, j'enfile des baskets pourries, un vieux jogging, tu vois, et je sors en pleine nuit pour aller courir. Okay. Et le truc de dingue, c'est que quand je rentre à la maison, je vais dans la salle de bain pour prendre une douche. Et là, je me regarde dans le miroir et je me surprends en train de sourire. Je me dis, mais waouh, je déteste courir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je souris? Ton corps, ça lui a fait du bien, en fait. Ouais, donc moi, je me mets à taper sur Internet parce que j'aime bien comprendre les choses. Donc, je me dis, oui, sourire, après, course à pied, alors que je déteste tout ça. Et là, je commence à entendre parler, tu sais, des hormones du bonheur, les endorphines et machin. Ouais. Et je me dis, waouh, trop bien, mais je vais remettre ça dans 2 jours. Déjà, première nuit où je dors bien. Donc, à 40 ans, je sais tout ça, mais ça m'empêche pas de me retrouver dans cette situation. Dans une situation même que je qualifierais de pire, parce que à 30 ans au moins, j'avais l'excuse de ne pas savoir. Ouais. À 40 ans, après tout ce que j'ai investi, pour te donner une idée, sur les dernières années, là, peut-être les 4-5 dernières années, j'ai dû investir pas loin de 50 000 euros. Dans le développement personnel, la thérapie. Entre les thérapies, les formations, etc. Wow. Alors, j'ose même pas imaginer, j'ai pas fait le calcul sur 10 ans, ce que j'ai pu investir. Et vraiment, cette question, elle m'obsède, quoi. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Et je vois ça chez plein de gens. Des hommes, des femmes, plein de personnes. Et je me dis, mais pourtant, elles sont intelligentes, elles ont des jobs de dingue, il y a de la réussite. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on se cache derrière mes factures, les enfants, le prêt, la maison, le machin? Alors, je vais pas minimiser ça, c'est vrai. Enfin, mais il n'empêche que quand ton corps te lâche, quand là, c'est terminé, ça craque, t'as pas le choix. Et puis tout ça, ça devient éphémère. En fait, tout ça vole en éclats, tous ces arguments, en fait, tu commences à réaliser que tout ça, c'est rien par rapport à ta santé, ta vie. Qu'est-ce que tu deviens si ton corps lâche et que tes enfants, en fait, tu peux plus t'en occuper? Ben oui, clairement. Et ça, c'est un peu un cycle vicieux de la vie. C'est-à-dire que on le dit comme ça, c'est très facile à dire. On se le dit après recul, tu vois. On se le dit, la santé, c'est important. Même chaque nouvelle année, on se dit bonne santé parce que c'est le plus important. Oui. Ça, on a tendance à le conscientiser. Mais tant que tu le vis pas réellement, le fait que quand ça va pas, au final, toutes les choses de la vie où tu te mets une pression de dingue, ça devient éphémère parce qu'en fait, la santé, c'est le plus important. C'est ça. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai découvert les neurosciences, parce que les neurosciences, ce sont tous les mécanismes cérébraux qui expliquent nos pensées, nos comportements, nos émotions. Et en fait, comme je te le disais tout à l'heure, notre cerveau, il a 2 priorités. Ta sécurité, te maintenir en vie et faire des économies d'énergie, justement, pour que tous tes organes fonctionnent de manière optimale et donc assurer ta survie derrière. Et donc, effectivement, tu as beau être dans un environnement toxique, t'as beau être dans des situations compliquées, ton cerveau, il va malheureusement pas favoriser ton bien-être, il va favoriser ta sécurité. Et donc, il va faire abstraction de ton confort parce que pour lui, la priorité, c'est que tu restes dans une zone safe, ta fameuse zone de confort. Et donc, les paramètres ont beau être ce qu'ils sont, et t'encaisses de plus en plus, ça te rend malade, ça te perturbe, t'arrives plus à dormir, etc.
En fait, lui, ton cerveau, il est en vigilance. Et donc, il n'envisage pas le changement parce que envisager là où j'en suis là et partir, faire autre chose, lui, il va c'est t'amener à te dire et si ceci, et si cela. Et il faut savoir une chose. Les fameux ici. 99% de nos pensées sont inconscientes. 98%. C'est énorme. Oui. La majorité de nos pensées, quasiment 98% d'entre elles, sont les mêmes que la veille. Et en psychologie, on sait que l'essentiel de ces pensées sont négatives. Oui. Donc imagine-toi que ton cerveau ressasse encore et encore et encore et encore et encore les mêmes choses sous un prisme négatif, sous un prisme de quel danger représente ceci ou cela, telle action, telle décision, tel choix, telle situation. Hyper intéressant. Voilà. Donc c'est important pour sortir de ce mécanisme-là et réussir à envisager une reconversion, par exemple, ou quitter un environnement toxique, une relation toxique. C'est important de faire ce pas de côté. Ouais. Et déjà accepter de se poser la question, c'est qu'est-ce que je ressens ? Voilà, qu'est-ce que je ressens ? Et là, j'ai un exercice simple, parce qu'on parlait de stress, etc. On en a besoin. Ouais. En fait, déjà pour sortir de votre stress de manière assez facile, en fait, de redescendre en tout cas de quelques niveaux, comme je t'ai dit, c'est de marquer ce temps d'arrêt et de faire ce qu'on appelle la map. Et ça, vraiment, c'est un outil que je vous recommande et que vraiment, partagez-le massivement autour de vous. La map, c'est quoi ? Map, c'est pour le mental, l'affect et le physique. Okay. Donc, prendre le temps d'observer mes pensées, donc toutes les choses que je me dis, toutes les choses que je me répète, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on se dit. Et je ne peux pas faire ci, si je dois faire ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse... Et c'est ça qui contribue à notre charge mentale. Donc, c'est important d'aller mettre un peu de conscience sur toutes ces pensées qui nous traversent, parce que tant qu'on ne les conscientise pas, on n'accroche pas sur ce qui vraiment pose problème. En tout cas, il n'y a pas ce point d'entrée. Et ces pensées, elles génèrent des émotions. Et là, il ne s'agit pas de se dire ouais, bof, je suis pas bien ou je suis stressée. Non. Poser les justes mots. Être précise dans ce qu'on ressent. Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis en colère ? Est-ce que je ressens de la culpabilité, de la frustration ? Est-ce que j'ai des envies de vengeance ? Tu vois ? C'est vraiment être précis sur ce que je ressens. Et puis, ces émotions, elles ont un effet sur notre corps. Ouais, physique. Mais où ça se passe ? Et à ce moment-là, je fais un scan de mon corps. Généralement, ça se passe entre là et là. Donc, c'est voir qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre, le plexus, la poitrine. On le sait, quand on dit qu'on est stressé, on est comme ça. On est crispé. Je sais pas le nombre de fois où tu peux te rendre compte que tu es face à ton ordinateur comme ça. Ça finit par tendre les épaules, les cervicales, la nuque. On a du mal à respirer aussi. Ça bloque. La mâchoire qui est crispée, le front qui est tout le temps comme ça, etc. Donc, tout ça, en fait, quand vous prenez le temps de faire ce scan de vos pensées, de vos émotions, de vos ressentis corporels, en fait, le corps s'apaise. Pourquoi ? Parce que vous revenez à l'instant T. Et à l'instant T, il ne se passe rien. Okay. À l'instant T, vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire. On revient à soi, en fait. Ouais, et donc, le niveau de vigilance de votre cerveau redescend et votre taux de cortisol baisse. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup, Sarah. On va clôturer. Avec plaisir. J'ai une dernière question. Oui. Si tu pouvais justement faire un petit message vocal à la Sarah de 30 ans, tu lui dirais quoi ? Bravo. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas fini sur la conclusion, mais t'en es où, toi, aujourd'hui ? Eh ben, aujourd'hui, finalement, j'utilise mon parcours et mon expérience, toutes mes erreurs, pour aider des femmes qui passent à leur manière par ces mêmes processus. Et voilà, et le conseil que j'ai à leur donner, c'est de ne pas conditionner leurs valeurs et leurs qualités par des résultats extérieurs à elles-mêmes, par de la reconnaissance sociale ou par leur productivité ou des performances qui vont être chiffrées ou quoi que ce soit qu'on puisse attendre d'elles de l'extérieur. Parce que ça éveille quelque chose qui est très présent chez les femmes, le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais. Et qui se manifeste de plein de manières, de ce côté perfectionniste, tout doit toujours être parfait,
Le truc de je dois toujours tout savoir sur tout, c'est le côté être dans le contrôle constant. Complètement. Il y a un autre profil qui est celle qui pense que la compétence elle doit être immédiate, qu'il faut pas de temps pour acquérir certaines connaissances et pouvoir les mettre en pratique. Ouais, complètement. Et puis il y a celle qui a toujours besoin de tout faire toute seule, parce que si elle demande de l'aide, c'est que elle est pas à la hauteur. Et n'oublions pas la Wonder Woman. Oui, celle qui est brochinguée, qui gère les enfants, la parfaite, le travail, et bien évidemment mari. tout toujours parfait. Elle est sur tous les fronts, elle gère tout, et généralement entre nous on se dit ouais, exceptionnel, c'est Wonder Woman. Je sais pas comment tu fais. Voilà. Et en fait on renforce ces mécanismes. Et ces mécanismes-là, ce sont des règles internes qu'on s'inflige en fait. C'est des standards en plus qui sont tout le temps inaccessibles, parce qu'on repousse toujours plus loin le niveau qu'il faut atteindre pour que ça soit ok. Donc tu dirais à une femme de la trentaine, là, aujourd'hui, qui se pose peut-être les questions que tu t'es posées à 30 ans, ou qui est dans une phase de sa vie qui est compliquée, c'est le conseil que tu lui donnerais, c'est clairement de ne pas estimer sa valeur par rapport à ce qu'on attend de d'elle de l'extérieur, à la performance, à la productivité. Si j'ai un conseil à donner, ça serait plutôt la forme positive plutôt qu'à la forme négative. C'est d'abord, avant de s'évaluer de quelconque manière que ce soit, c'est simplement de se poser 2 minutes et de se dire, est-ce que je suis heureuse ? Comment ça se passe dans ma vie ? Voilà. Si ce que je fais a vraiment du sens pour moi, voilà. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Ou alors, qu'est-ce que ça me coûte ? Voilà, si la situation dans laquelle je me trouve devait perdurer, qu'est-ce que ça impliquerait pour moi ? Voilà, toutes ces questions en fait où il est juste question de soi et de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Génial. Et du coup, la Sarah de 30 ans, tu lui dis bravo. Ouais. Bravo, pourquoi ? Pour tout, pour avoir accepté ma vulnérabilité, avoir accueilli mon besoin de souffler, mon besoin de marquer un temps de pause, et de me dire qu'être vulnérable, c'est aussi une force, parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie en réalité. Est-ce que tu es heureuse, Sarah, aujourd'hui ? Ah oui, je suis très heureuse. Voilà, je suis encore en train de développer mon activité. Quand j'ai entamé ma reconversion, ça n'a pas été une pente ascendante. J'ai dû remettre en question mon projet à plein de moments différents. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat en fait, c'est une aventure. La différence majeure entre l'entrepreneuriat tel que je le vis aujourd'hui et la manière dont j'ai pu l'expérimenter avant, c'est que déjà j'ai la bonne posture, et puis c'est être tout le temps à l'écoute de soi, parce que si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est bien d'aider les autres, mais en fait si je vais pas bien moi-même, il faut t'aider toi-même. Avant de... La base, c'est ça. Donc, et mon business, il reflète qui je suis, comment je le vis, et comment je l'incarne. En fait, donc, si je suis pas alignée, ça peut pas faire sens pour les autres. Oui, clairement. Voilà. Et j'ai vraiment, ça y est, quoi. Tu vois, je me lève le matin, je suis en joie, je me lève en forme, j'ai aucun problème à me lever très tôt le matin. Ton chronotype influence ton niveau de stress au quotidien, parce que si ton rythme de travail ou ton rythme de vie est en décalage avec ton rythme naturel, oui, ça fonctionne pas. Ça crée une dette de sommeil, ça crée une dette d'énergie que tu as du mal à compenser. Et donc moi aujourd'hui, j'arrive à trouver cet équilibre, j'arrive à mieux comprendre où sont les enjeux pour moi, qu'est-ce qu'il y a à rectifier, comment je peux m'adapter. Et ça veut pas dire que tout est simple, je me loupe parfois. Simplement, je mets pas 3 plombes à réaliser qu'il faut que ça change. Oui, oui, et puis t'acceptes aussi de savoir te dire que c'est un loupé, c'est voilà, okay. Et puis j'ai des hauts et des bas comme tout le monde. Pareil, par contre, je mets des mots dessus. Je suis plus dans les on, les machins, c'est je ressens, je vis, je suis confrontée à ça et je vais demander de l'aide. Tu vois, quand c'est mes proches, je leur dis, voilà, aidez-moi, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas, là, donne-moi ton impression, donne-moi ton avis. Et parfois, oui, je vais consulter un thérapeute si vraiment je sens qu'il y a une friction intérieure. Tu vois, j'ai été voir une hypnothérapeute il y a pas longtemps par rapport à, par exemple, mon rapport à l'argent. Quand tu es entrepreneur, c'est quand même important, bien te positionner, etc.
Et puis, il faut aussi accepter de passer à l'action. Et quand on voit effectivement qu'on procrastine, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, qu'on se sent un peu perdu, il y a le coaching pour ça, parce que le coaching, c'est favoriser le passage à l'action. Génial. Écoute Sarah, on va terminer, on va clôturer. En tout cas, moi, je te souhaite encore de belles années de bonheur. Merci, à toi aussi. Merci. Et puis, et à tout le monde. Oui, bien sûr. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode après 30 ans. N'hésitez pas à suivre Sarah. Du coup, si on te retrouve où, Sarah, si on veut te... Sarah Drissi, Oliki, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis bientôt, grâce à toi, sur YouTube. sur YouTube. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. Et à très bientôt. Avec joie. Si cet épisode t'a parlé, prends 2 secondes pour t'abonner, liker et partager autour de toi. C'est ce qui permet au podcast de grandir et de toucher encore plus de femmes. Et surtout, merci d'être là, merci pour votre fidélité. On devient de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait plaisir. À bientôt.